s'est ouvert hier mardi ici à Abidjan la 14e conférence annuelle de l'Association africaine des fonds d'investissement et du capital à risque. La rencontre a été présidée par le vice-président ivoirien Daniel Kablan-Duncan. À l'occasion de sa troisième assemblée ordinaire, le réseau Paix et Sécurité des femmes de l'espace CEDEAO a entrepris une rencontre avec les responsables pays et les membres du réseau au centre de cette assise, l'autonomisation économique de la femme. Le Parlement béninois a créé la surprise hier mardi soir en refusant d'examiner le projet de révision de la Constitution, un projet phare du président Patrice Talon qui souhaite notamment la mise en place d'un mandat présidentiel unique. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de nous suivre. Nous sommes en direct sur RTI 1. Un conseil des ministres se tient au palais présidentiel ce mercredi en présence du président de la République, Alassane Ouattara, et les membres du gouvernement. Ils débattent des questions relatives au processus de développement de la Côte d'Ivoire. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan a échangé hier mardi avec une mission de haut niveau des institutions européennes. Cette mission est en Côte d'Ivoire pour évaluer la mise en œuvre des recommandations arrêtées au sommet de la Valette à Malte sur les migrations. Daniel Kablan-Duncan a aussi reçu les premiers responsables d'une compagnie fruitière. Ce groupe agro-industriel envisage de lancer un projet de plantation villageoise de bananes dans les régions du nord et du sud de la Côte d'Ivoire. Il s'est ouvert hier mardi ici à Abidjan la 14e conférence annuelle de l'Association africaine des fonds d'investissement et du capital risque. Abidjan est la deuxième capitale francophone à accueillir cette conférence, décrite comme la plus grande du financement privé en Afrique. La rencontre a pour thème construire un avenir soutenable en Afrique. Elle a été présidée par le vice-président ivoirien Daniel Kablan-Duncan. Traoré Marma Awatouré. À peine la semaine de l'émergence terminée, qu'Abidjan accueille une autre rencontre continentale. Cette fois, il s'agit de la 14e conférence annuelle de l'Association africaine des fonds d'investissement et du capital risque. Le banquier, lui, en réalité, va financer des business classiques, va financer des fonds de roulement, ne va pas forcément aller prendre des risques sur de l'innovation. Le capital investisseur, il risque de perdre son capital. C'est-à-dire que le niveau de garantie qui, en général, est demandé par un banquier ne sera pas demandé par un capital investisseur, ni un capital risqueur, encore moins. Voilà. Un capital risqueur, c'est quelqu'un qui, quand il investit son argent dans une société, a autant de risques de perdre son capital que le porteur de projet. Ces dernières années, les fonds d'investissement ont réalisé plus de 900 transactions financières en Afrique. Rien qu'en 2016, les investissements directs sur le continent ont atteint le montant de 4 milliards de dollars. Des chiffres qui reflètent l'apport des fonds d'investissement dans la croissance des économies africaines. Il est très important de pouvoir aider au développement de l'Afrique. Nous pensons que c'est une destination d'investissement privilégiée, mais ceci doit se faire dans des conditions qui permettent que ça se fasse de manière soutenable. Parce qu'une croissance qui dure 1 an, 2 ans et qui ne continue pas n'est pas une croissance qui permet à des investisseurs comme nous de vraiment tirer la quintessence de notre investissement. Il nous faut une croissance soutenable. Déficit en infrastructure, accès difficile des PME au financement. Si ces défis sont le lot quotidien des États africains, ils représentent en réalité des opportunités à saisir par les fonds d'investissement et de capital risque, selon le vice-président Daniel Kablan-Duncan. Votre rôle est tout à fait unique dans l'histoire économique récente de nos jeunes États, où tout est à construire. Vous devez permettre au secteur privé africain, par vos solutions, de prendre toute sa place dans le développement extraordinaire de l'investissement productif observé aujourd'hui et de participer de façon significative dans la mise en valeur des richesses de notre continent, un continent d'opportunités inestimables. Il ne tient qu'à vous d'en faire le continent où tout est possible. Oui, je dis un continent où tout est possible. Suite à cet appel, Daniel Kablan-Duncan s'est prêté à un jeu de questions-réponses sur le modèle économique développé par la Côte d'Ivoire ces dernières années. Un modèle qui accorde une place de choix
au secteur privé. Les activités du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, il a reçu la mission d'évaluation du Fonds monétaire international qui est à Abidjan depuis 2 semaines. Cette mission d'évaluation est venue restituer les conclusions de ces rencontres avec les différentes administrations ivoiriennes. Après sa rentrée lundi, la première Assemblée nationale de la 3e République ivoirienne mettra en place ses organes et ce sera ce mercredi après-midi. Autre information dans cette édition, le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, CPICI, a organisé une formation sur les techniques des projets de réforme informatique dans le but d'améliorer l'environnement des affaires en Côte d'Ivoire. Et cette formation a rassemblé l'ensemble des opérateurs privés impliqués dans la mise en œuvre des projets informatiques pour faciliter la création d'entreprises en ligne. Perpétuellement, Justine Seydjike. L'amélioration du climat des affaires en Côte d'Ivoire est une priorité pour le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, CPICI. C'est donc dans ce contexte que les opérateurs privés impliqués dans la mise en œuvre des projets informatiques sont invités à apporter leur expertise pour la mise en œuvre des projets informatiques. On a été sélectionné pour 2 gros projets au niveau du Doing Business, notamment le projet de l'agrégateur de paiement qui va fédérer tous les paiements du Doing Business sur notre plateforme et le transfert de propriété concernant tout ce qui est propriété immobilière au niveau de la Côte d'Ivoire. Pour le directeur du CPICI, l'État a consenti beaucoup de moyens. Ils sont ainsi dans l'obligation de fournir des services de qualité. Il demande alors aux prestataires de services de respecter les délais d'exécution de leurs travaux. Nous sommes avec ces prestataires qui ont été sélectionnés pour pouvoir ensemble revisiter les cahiers des charges, indicateur par indicateur, s'assurer que les procédures, les métiers qui ont été en son temps décrits sont bien compris de ces prestataires et où l'interaction avec les utilisations sont établies de sorte qu'ils puissent commencer maintenant à rédiger et écrire leurs programmes pour nous les délivrer au fur et à mesure. Le ministre de l'Économie et des Finances compte sur les travaux des prestataires car le pays a l'ambition d'être émergent à l'horizon 2020 avec le secteur privé comme fer de lance. Quelques 13 projets de réforme informatique sont confiés à ces structures privées pour faciliter la création d'entreprises en ligne, la mise en œuvre de l'identification unique, du guichet unique virtuel, du permis de construire en ligne, de l'enregistrement des actes en ligne et de l'exécution des contrats. La Côte d'Ivoire abrite la 41e session ordinaire du Conseil d'administration du Centre régional africain d'administration du travail. Hier mardi, des experts des États membres de ce conseil se sont réunis à Grand-Bassam en vue de préparer la réunion des ministres sur les questions du travail, d'emploi et de sécurité sociale qui aura lieu demain jeudi. Connu par Gassoro. Les questions de travail, d'emploi et de sécurité sociale au centre de la 41e session ordinaire du Conseil d'administration du Centre régional africain d'administration du travail, CRADA. Des experts de ce conseil se sont réunis à Grand-Bassam en vue de préparer la réunion des ministres des États membres. Il faut un juriste capable d'interpréter les textes, d'expliquer à l'employeur le contenu des textes et de lui faire des propositions, que ce soit dans le domaine du dialogue social, dans le domaine des salaires, des conditions générales du travail, des questions de santé et sécurité au travail, de protection sociale en général. Il faut que ces cadres maîtrisent ces documents et comment les gérer et comment faire des propositions à l'État s'il y a des insuffisances dans les textes au niveau national. L'avenir du travail et de l'inspection du travail, c'est le thème retenu pour cette 41e session ordinaire du Conseil d'administration du Centre régional africain d'administration du travail. L'ouverture des travaux de cette session des experts a bénéficié du soutien du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale. Votre responsabilité est grande et votre rôle essentiel, car il vous faudra, au cours de ces 2 jours de réunion, passer au peigne fin des questions d'intérêt telles que celles contenues dans le rapport d'activité 2016 du directeur du centre, mais aussi dans le programme d'activité du CRADAT et dans le budget de l'exercice 2017. Le CRADA, cette institution sous-régionale, compte en son sein 18 pays. Sa mission, assurer la formation, la spécialisation et le perfectionnement des personnels des administrations, des organisations professionnelles d'employeurs et des travailleurs et des organisations des États membres.
Le ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle a procédé lundi dernier à la remise de plusieurs véhicules aux directeurs régionaux de l'Éducation nationale et aux inspecteurs de l'enseignement primaire. À travers ce geste, Kandia Camara entend assurer la mobilité de ses collaborateurs afin de leur permettre de mener à bien leur mission. Reportage, Vénance et Maniamien. 26 véhicules berlines et pick-up de type 4x4 remis aux directeurs régionaux et départementaux de l'éducation nationale, aux inspecteurs de l'enseignement primaire ainsi qu'à la direction des COGES. Ce geste du ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle vise à assurer leur mobilité afin de leur permettre de mener à bien leur mission. Je prends l'engagement de faire en sorte que selon nos moyens du moment, que nous puissions doter tous les IEP, tous les DREN, tous les DEDEN de moyens de mobilité qui leur permettront d'aller faire ce travail d'encadrement que je souhaite. Réceptionnant les véhicules, les bénéficiaires ont assuré au ministre d'utiliser à bon escient ces engins qui, selon eux, arrivent à point nommé. J'ai commencé ma prise de fonction depuis cette rentrée et jusque-là, je me déplace avec mon véhicule personnel. Voilà, pour parcourir tous les hameaux, toutes les écoles de ma direction régionale. Aujourd'hui, on me donne un véhicule de fonction, c'est un réel plaisir pour moi. Nous n'avons pas de route à l'ouest, donc c'est difficile. Et le carburant, on consomme beaucoup. Et quand le véhicule est encore vieillissant, avec beaucoup de pannes, ça devient très compliqué. Et aujourd'hui, je pense que je vais souffler un peu. Avec ce moyen de mobilité, nous irons le plus près possible de la population cible, que sont les élèves, que sont les enseignants. Dans le souci de faciliter les tâches confiées à ses collaborateurs, la ministre Kandia Camara leur a offert depuis 2012 à ce jour 277 véhicules qui ont coûté à l'État ivoirien 689 millions de francs CFA. Parlons maintenant de la 5e édition des Journées carrières instituées par le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Et cette 5e édition s'est déroulée à Mans en présence de notre reporter F. Boué. Ce sont près d'une centaine de structures qui ont pris part à la 5e édition de l'enseignement national des Journées carrières. Un chiffre en hausse par rapport à l'édition précédente. Il y a plus de 98 structures qui ont effectué le déplacement de Mans. C'est un record pour nous. Aujourd'hui, il ne s'agit plus de former pour former. Il faut former des jeunes pour un emploi. On veut donner l'occasion à ces jeunes d'être informés, de savoir s'orienter, de savoir choisir les filières qui vont leur garantir un emploi. Un immense choix de filières présentées tant par des structures nationales qu'internationales. Avant de créer une filière, nous visitons d'abord les entreprises et nous recensons les besoins de ces entreprises en techniciens pointus. Notre diplôme est reconnu à l'international grâce au label EURES qu'on obtient par la commission des titres d'ingénieur, la CTI. Des parents d'élèves et des milliers d'élèves ont pris d'assaut les différents stands. J'ai des enfants, des protégés qui sont actuellement en terminale. Voilà, donc comme ils n'ont pas pu venir, moi j'ai profité d'une course à Mans pour venir visiter les stands et puis prendre des informations pour eux. En cette journée carrière, j'ai découvert des informations sur les médecins et je crois que les médecins sont importants pour la Côte d'Ivoire. Donc je vais être médecin plus tard pour soigner les personnes malades. Les élèves ont également participé à des panels et à un débat public sur le thème « Quel apport des ministères à la formation des jeunes ?» cas du ministère de l'Agriculture et du Développement rural. Après donc 3 jours d'intenses activités, c'est à la résidence du préfet de région, préfet du département de Mans, que les lampions de l'édition 5 de l'enseignement national des Journées carrières se sont éteints. Deuxième grand titre de cette édition, à l'occasion de sa 3e assemblée ordinaire, le réseau Paix et Sécurité des femmes de l'espace CEDEAO a entrepris une rencontre avec les représentants pays et les membres du réseau au centre de cette assise, l'autonomisation économique de la femme. À Sokone, Gabriel Zané.
3 jours pour réfléchir sur les moyens adéquats à mettre en œuvre pour permettre une autonomisation effective de la femme. C'est à cela que vont s'atteler les responsables et membres du réseau des femmes pour la paix et la sécurité dans l'espace CEDEAO. Une rencontre qui intervient dans le cadre de la 3e Assemblée générale du réseau. Les femmes maliennes aspirent beaucoup à l'autonomisation parce que nous savons que c'est le seul gage pour nous permettre de nous libérer économiquement dans tous les sens. L'autonomisation politique, qu'elle soit intégrée dans les partis politiques, qu'elle occupe la place qu'il lui faut dans les partis politiques. Tout ce qui peut entraîner une situation conflictuelle, nous essayons d'attirer l'attention des gouvernants, des partis politiques sur leurs responsabilités à préserver la paix, parce que sans paix, il n'y a pas de développement. Créé sous l'impulsion de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO, le réseau paix et sécurité des femmes de l'espace CEDEAO est un mécanisme de veille, d'alerte et d'appui. Il a pour mission d'améliorer les interventions au niveau de la sous-région ouest-africaine en matière de prévention, de paix et de sécurité. Il faut qu'on arrive à renforcer les capacités des femmes, les former, parce que nous, ici, au niveau de Resfeco, nous avons formé 110 femmes dans le cavalier, et à qui nous avons ensuite donné un financement, parce qu'on les a financées. Elles ont eu une formation pour connaître leurs droits, une formation pour savoir ce que c'est, comment s'impliquer dans la résolution des conflits, la paix, etc. Mais maintenant, leur donner une formation entrepreneuriale. Créé en juillet 2009, le réseau paix et sécurité des femmes de l'espace CEDEAO est installé dans les 15 États membres de la CEDEAO, avec son siège à Abidjan. Et tout à fait autre chose à présent. La Côte d'Ivoire a célébré hier la journée mondiale anti-mine. La cérémonie a eu lieu à l'hôtel du district au Plateau en présence du ministre chargé de la Défense, du secrétaire national de la Sécurité, du représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Retrouvons Gabriel Zani. Il n'y a plus de mines antipersonnelles enfouies dans le sol ivoirien. Tous les restes de guerre et autres explosifs, environ 1530, ont été détruits par la Côte d'Ivoire ces dernières années. Annonce Richard Nonvayi, le ministre chargé de la Défense, à la cérémonie de célébration de la Journée internationale de lutte contre les mines. Il n'y a plus de mines en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est complètement, je dirais, assainie au niveau mine, mais la Commission nationale qui est toujours présente va continuer à faire ce travail-là et s'assurer que plus jamais notre pays ne sera miné avec ces équipements qui sont hautement dévastateurs. Le gouvernement ivoirien, au travers du Conseil national de sécurité, a travaillé de concert avec le service anti-mine des Nations Unies, une masse pour le déminage du territoire. La Côte d'Ivoire, solidaire de la communauté internationale, a ratifié cette convention et l'a intégrée dans son droit positif. L'ONUCI, à travers l'UNMAS, a soutenu la Côte d'Ivoire à travers notamment l'élimination des munitions non explosées et des restes d'explosifs découverts, la destruction de stocks connus de mines antipersonnelles et de bombes. Les engins explosifs, dissimulés souvent dans des logements, écoles et sur les pistes d'atterrissage, constituent une menace pour la sécurité, la santé et la vie des populations. En cela, le représentant du secrétaire général de l'ONU en appelle à plus d'implication du pays dans la lutte contre les mines antipersonnelles. J'invite instamment tous les États membres à maintenir cette question au premier plan de leurs préoccupations mondiales lorsqu'il s'agit de négocier la paix, de s'employer à limiter les effets préjudiciables des conflits ou de mener une action humanitaire d'urgence dans les zones de guerre. Le Conseil national de sécurité et UNMAS ont organisé la célébration de la Journée internationale de lutte contre les mines pour marquer l'engagement du gouvernement au moment où l'Organisation des Nations Unies en Côte d'Ivoire, ONUCI, et son service de lutte anti-mine quittent le pays. 40 villages de la région du Bafing ont été électrifiés grâce au programme présidentiel d'urgence et le conseil régional du Bafing, ce qui fait passer la région de 4% à 40% aujourd'hui en termes d'électrification rurale. Kwasi Mamadou. À travers ce geste du préfet des régions du Bafing et du président du conseil régional, le village de Koukoro bénéficie désormais de l'électricité. Ce rêve, vieux de plusieurs décennies, devient une réalité grâce au conseil régional du Bafing.
Une mise sous tension qui a réuni les cadres, les chefs coutumiers et l'ensemble des populations de cette sous-préfecture de Touba. Ce que nous venons de voir aujourd'hui est plus qu'une leçon de vie. Et nous sommes convaincus qu'à partir de maintenant, les filles et les filles de ce village vont s'engager résolument auprès de leur élu principal qui est le conseil régional, auprès de l'administration de Touba, pour faire en sorte que le développement soit une réalité et soit vécu quotidiennement. Le préfet de Touba a saisi l'occasion pour rassurer les villages en attente de connexion au réseau électrique national de la volonté du chef de l'État à électrifier tous les villages de plus de 500 âmes. Le président du conseil régional du Bafing, Lassina Diomandé, a fait le point de l'électrification rurale dans sa région. Selon lui, le taux est passé de 4% en 2012 à plus de 40% aujourd'hui, taux réalisé grâce au chef de l'État Alassane Ouattara. Son passage dans cette région en juillet 2015 a permis d'accroître, selon lui, le nombre de villages électrifiés. Mais Diomandé Lassina et son équipe ne comptent pas s'arrêter là. Le conseil régional, après une analyse de la situation, a pris donc son bâton de pèlerin pour faire en sorte que la plupart de nos localités qui remplissent les conditions de l'électrification puissent être électrifiées. Et dire ici à nos populations de faire en sorte que nous donnons la main autour du chef de l'État qui fait beaucoup et qui est en train de faire beaucoup pour la région du Bafing. En plus de l'électrification rurale, le conseil régional du Bafing entreprend des projets dans le domaine de la santé, de l'éducation, du reprofilage de routes, tout cela pour le bien-être de la population du Bafing. Le nouveau sous-préfet de Tiasalé, Sarah Soumaoré, a rencontré il y a de cela quelques jours les populations de Nzianois dans le cadre d'une tournée de prise de contact. Une occasion choisie par les populations pour soumettre des doléances, notamment l'accès à l'eau potable. Thérèse Tapeyoboué. Nzianois est une localité située sur l'autoroute du Nord à 130 km d'Abidjan. Elle compte 20 000 habitants selon le dernier recensement. L'un des problèmes cruciaux de cette localité, c'est le manque d'eau potable. Et pourtant, Nzianois est situé en bordure du fleuve Nzi. Selon Nana Kedjebo Ier, chef du village, c'est depuis 2011 que la promesse a été faite par les autorités de régler l'épineuse question d'eau potable en Nzianois. Mais 6 ans après, toujours rien. Les populations espèrent aujourd'hui que l'arrivée du nouveau sous-préfet de Tiasalé, dont dépend Nzianois, contribuera peut-être à régler ce problème. Sarah Soumaoro, qui a promis de remonter les doléances des populations à sa hiérarchie. Par ailleurs, elle a profité de sa prise de contact pour exhorter les populations à établir des certificats fonciers pour leurs exploitations agricoles afin de se mettre à l'abri des conflits. Elle a annoncé également l'organisation des opérations de délivrance d'extraits d'actes de naissance à des prix étudiés pour les enfants qui n'en ont pas. Mais avant, elle a exhorté les populations à déclarer leurs enfants. L'opération Grand Ménage se poursuit sur l'ensemble du territoire ivoirien. Après Abidjan et d'autres localités, elle vient d'être lancée dans la ville de Dimbokro. Chantal Ouma à Kandan. Organisée par la municipalité de Dimbokro en collaboration avec la direction régionale de l'environnement, de la salubrité et du développement durable, l'opération Grand Ménage a vu la participation de toutes les couches socio-professionnelles de la localité. Les chefs de quartier et de communauté, la jeunesse et les femmes se sont mobilisés pour exprimer leur adhésion à la lutte contre l'insalubrité. Le Grand Ménage signifie de plus salir nos villes, nos quartiers de la région du Nzi en changeant de comportement. La région du Nzi, cité du bonheur partagé, doit présenter fière allure par une implication forte de tous dans la discipline pour la réussite de ce grand projet. Le maire Bilé Dieméléou a invité les populations à un changement positif de mentalité et de comportement pour la réussite de l'opération. Il a annoncé l'organisation prochaine d'un concours quartier propre pour maintenir la flamme de cet acte à Dimbokro. C'est un mouvement qui a pris. On ne doit donc pas relâcher. On doit tout faire de sorte que tous les premiers samedis des mois, pendant des années, tous ces premiers samedis-là, vous vous mobilisez, nous nous mobilisons pour nettoyer devant nos portes, pour nettoyer notre ville. Les autorités administratives et politiques
ont sillonné les 15 quartiers de la ville où se déroulait simultanément l'opération pour encourager les populations. Après Dembokro, rendons-nous à Bokanda, chef-lieu de département dans la région de Nzinkomwe, une région qui peine, une localité qui peine à sortir de son sommeil. Et les populations qui y vivent ne cessent d'exprimer leur exaspération face aux nombreux problèmes auxquels ils font face. Eugène a tout regardé. Un premier contact et une mobilisation sans pareil qui augure la fin des individualismes à Bokanda et la perspective de développement d'un département qui peine à sortir de sa léthargie. Il y a longtemps que cette localité n'avait pas connu pareil événement. 25 mars 2017, une journée mémorable pour l'accueil d'un préfet où fils, cadres, élus et toutes les composantes de la population donnent le ton de nouveau départ. Nouveau départ sur fond d'entente, de cohésion et d'unité retrouvée. Il y a un manque de cohésion entre les cadres et les fils de Bokanda. Le préfet, lui, par son arrivée, nous allons lui demander de nous aider. Nous n'avons pas de division au niveau de la jeunesse. Ce que nous demandons à nos autorités, c'est de nous accompagner au niveau de la formation et d'encourager les entreprises à s'implanter au niveau de Bokanda. Fatogoma Soro, nouveau préfet de Bokanda et nouvellement nommé à cette fonction, a indiqué sa méthode de travail et pris l'engagement de se mettre à la disposition de tous les acteurs participant au développement et au progrès de Bokanda. Dans cet élan, le préfet de Bokanda a encouragé tous les projets de relance économique et de lutte contre la pauvreté au plan départemental. L'orpaillage qui gangrène les milieux jeunes et cause de nombreux problèmes dans nombreux villages de Bokanda a été au cœur de son adresse aux populations et sévèrement fustigé. Comme les textes existent en la matière, nous ne ferons qu'appliquer la loi et organiser l'activité de sorte qu'elle soit bénéfique pour les villages, pour la commune, pour l'État et pour tous ceux qui exercent cette activité. Nous avons déjà mis en place le comité technique local. Nous attendons d'un moment à l'autre les responsables du ministère de l'Industrie et des Mines pour qu'ils viennent donner des instructions, des directives pour parfaire ce que nous avons commencé. Le nouveau préfet de Bokanda marque déjà son empreinte. Avec lui, les populations entrevoient pour leur département un nouveau départ en perspective, le progrès et la prospérité. Yamoussoukro va abriter du 10 au 17 avril un événement culturel, Pakino. Cette 4e édition mettra l'accent sur la valorisation de la culture du peuple baoulé dans toutes ses composantes. Des milliers de visiteurs et touristes du monde entier sont attendus lors de cette fête populaire en pays baoulé. Serge Colliard. Le mois d'avril s'annonce rythmé à Yamoussoukro. Comme cela est de coutume depuis quelques années, la municipalité remet le couvert avec la 4e édition de Pakino Festival. Moment de réjouissance, d'union et de rassemblement des filles et fils de la capitale politique de la Côte d'Ivoire, Pakino Festival se veut une fête éclatée avec en ligne de mire 4 villages de la commune. Le maire Nyangbe Kwakoujan a annoncé les couleurs entourées de quelques-uns de ses collaborateurs. L'objectif que nous recherchons, c'est d'avoir une fête comme celle de, par exemple, à Bissa, à Grand Bassam. Une fête où des populations viendront à Yamoussoukro pour fêter, pour s'amuser, pour s'éclater. Yamoussoukro attend des milliers de visiteurs pour cette célébration de la Pâque à la sauce baoulé. À travers donc cette fête-là, nous voulons promouvoir notre art culinaire, les danses, la culture, disons, du baoulé, mais du baoulé profond dans les villages. J'invite tous les Ivoiriens à venir à Yamoussoukro, dans la ville capitale. La 4e édition de Pakino Festival se tient du 10 au 17 avril. Fraternité et paix, c'est le thème de cette célébration qui se veut une plateforme fédératrice de tous les enfants de Yamoussoukro.
Et tous donc à Yamoussoukro du 10 au 17 pour fêter Paquinou avec les Baoulés. L'attaquant de Lyon, Maxwell Cornet, ainsi que le milieu de l'Odinès Seko Fofana ont choisi de s'engager avec la Côte d'Ivoire, leur pays d'origine, au détriment de la France dont ils ont porté le maillot en sélection de jeunes. Et terminons avec cette information, le Parlement béninois a créé la surprise hier mardi soir en refusant d'examiner le projet de révision de la Constitution, un projet phare du président Patrice Talon qui souhaite notamment la mise en place d'un mandat présidentiel unique. 60 députés ont voté en faveur de l'étude du texte, 22 contre et 1 s'est abstenu, alors que la majorité des 3 quarts était exigée. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur RTI 1.